On a tous déjà essayé de faire cuire des œufs à la coque et on les a ratés à 10 secondes près. Manque de bol en cuisine, en science, on dira manque de précision. Et oui, en science, la précision est maître. Et pour la mesure du temps, c'est particulièrement le cas. Pour vous faire un exemple, le GPS se trompant d'une milliseconde se trompe en réalité de 300 km. Ce serait dommage de se retrouver à Strasbourg alors qu'on a rendez-vous à Paris. Ainsi, la mesure de la seconde à travers les siècles a eu besoin de plus en plus de précision. Et pour cela, quoi de mieux que de passer par un signal périodique? Et quand on regarde, cela a toujours été le cas. Du cycle du soleil à l'oscillation d'un pendule, on a toujours cherché un signal périodique qui va définir le temps. Et pour être plus précis, il suffit donc que ce signal soit le plus stable et le plus petit possible. Si l'on prend l'exemple d'un mètre, cette mesure va forcément être plus précise si l'on sait qu'elle est composée de millimètres plutôt que de 100 cm. Et donc, pour remédier à notre problème, il suffit juste de prendre le signal périodique le plus stable et le plus petit possible. Et pour cela, quoi de mieux que de se baser sur les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome? C'est donc à ce moment-là que l'horloge atomique rentre en jeu. Il en existe plusieurs, mais nous allons nous intéresser à la plus utilisée, celle de l'atome de césium. Donc, l'horloge atomique, elle se base sur la fréquence de transition entre deux niveaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette transition? C'est assez simple en fait. Dans un atome, les électrons ont des niveaux d'énergie bien précis. Et quand ils absorbent de l'énergie sous forme de lumière, ces derniers vont s'élever vers un niveau supérieur qu'on appellera état excité. Et donc, ils vont être caractérisés par une fréquence, et c'est justement cette fréquence qui est importante. Comme chaque élément a sa propre configuration électronique, l'atome de césium a ses propres niveaux d'énergie bien définis. De plus, le césium-133 comporte un seul électron sur sa couche électronique de valence, ce qui permet de le distinguer bien plus facilement lorsqu'il est dans un état excité ou non. Enfin bref, assez parlé de cet atome, et revenons au cœur de notre sujet, l'horloge atomique et son fonctionnement. On commence par un four à césium qui provoque un jet très directif d'atomes vaporisés. Sur ce trajet, grâce à un système de déflexion magnétique, seuls les atomes au niveau d'énergie stable appelé F3 vont être gardés. Ces atomes vont ensuite passer par la cavité résonante dite de Ramsay, où un oscillateur à quartz va émettre des ondes micro-ondes proches de la fréquence qui nous intéresse pour mesurer une seconde. Une partie des atomes va donc se retrouver dans un état excité qui correspond au niveau d'énergie hyper fin F4 et sans perdre une seconde, les atomes vont de nouveau être séparés par déflexion magnétique. Les atomes excités au niveau F4 vont d'un côté et les autres de l'autre côté. Ensuite, on va compter le ratio d'atomes excités F4 sur F3 et le but étant d'obtenir le meilleur ratio possible. Il suffira donc d'ajuster la fréquence de l'oscillateur à quartz pour que le maximum d'atomes de césium se retrouvent excités au niveau F4. C'est un petit peu comme lorsque l'on part en voiture et que l'on doit ajuster l'antenne de notre radio. On la fait bouger et une fois qu'on obtient un son clair, on sait qu'on a le bon signal et qu'on est sur la bonne fréquence. Et bien pour l'horloge atomique, c'est pareil. Une fois qu'on a obtenu le meilleur ratio possible, un compteur va compter le nombre d'oscillations et une fois qu'il a atteint 9 192 631 770, on sait que l'on a atteint une seconde. Enfin bon, avec une précision à plus de 10 puissance moins 9 et surtout un décalage de seulement une seconde au bout de 30 milliards d'années, on va dire qu'on aura du mal à rater nos œufs à partir de maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et enfin, merci à notre tuteur, bonne soirée!